Bonjour à tous, merci de prendre ce rendez-vous hebdomadaire de votre émission. Depuis quelques jours, l'animation de la vie politique au Bénin a connu une évolution avec la désignation de la candidature de la majorité présidentielle, la désignation donc du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Loumiane Ouadani, sonne comme un acte qui vient changer donc le cours des choses dans le processus électoral au Bénin. Depuis donc sa désignation par les deux blocs de la majorité présidentielle, l'Union progressiste, le Renouveau et le bloc républicain, des voix sonnent de différentes manières, les uns pour condamner ou bien manifester leur réticence suite à cette désignation, les autres pour apprécier l'acte des deux partis politiques validés par le chef de l'État. Aujourd'hui encore, on a l'occasion d'aborder cette thématique avec un autre acteur politique, une autre voix. Suite donc à cette désignation, nous sommes avec Moutardine Tangao, acteur politique de la 8e circonscription électorale, membre de l'Union progressiste. Monsieur Tangao, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos préoccupations. C'est un plaisir. Cette émission de la radio Sota FM, réalisée par Fitila Africa TV, et donc tous les dimanches sur vos plateformes numériques. Merci donc de prendre le rendez-vous et de toujours rester fidèle à nos programmes. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Bénin dispose désormais au moins d'une candidature venant de la majorité présidentielle. Le ministre d'État, Loumiane Ouadani, que nous connaissons tous, vient d'être désigné par les partis, en tout cas les deux majeurs du bloc républicain. Et comme je le dis, ça suscite assez de réactions ces temps-ci à travers donc, la toile au plan national, même international. Monsieur Moutardine, vous êtes acteur politique, dites-nous d'abord, puisque votre parti fait partie, j'allais dire, donc des grands blocs qui ont désigné le ministre d'État. Quelle est d'abord votre appréciation de cette désignation? Merci beaucoup. Avant toute chose, je tiens à saluer le travail formidable que vos organes abattent au quotidien. Je veux dire le média Fitila et Sota FM. Je pense qu'il faut passer par ici pour dire quand même notre satisfaction de ce que nous voyons sur vos médias. Ce sera l'occasion de remercier tous les acteurs quand même qui œuvrent à ce que nous puissions avoir ces contenus de qualité que vous nous proposez. Puisque aujourd'hui l'actualité l'impose, c'est avec plaisir que je vais aborder avec vous cette thématique de la désignation du ministre d'État chargé de l'économie et des finances comme étant le candidat de la mouvance présidentielle. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de me présenter, vous avez parlé de l'Union progressiste. Je vais juste faire une petite correction et dire là désormais il s'agit de l'Union progressiste, le Renouveau. Voilà, donc moi je suis membre de l'Union progressiste, le Renouveau, précisément membre de la section de Parambo. Et donc nous, au sein de notre parti, vous savez, nous avons une certaine verticalité, nous sommes organisés d'une certaine manière et donc cette désignation n'est pas un fait étranger qui nous est tombé là-dessus. Je salue vraiment cette capacité de nos leaders à quand même mêler la base, à prendre un peu quand même nos avis sur certaines questions. Et moi particulièrement, c'est une validation, c'est une joie personnelle d'abord, avant d'être une joie collective. Une joie personnelle parce que quand je regarde le choix qui a été fait, je me dis que c'est un choix fort qui lance un message fort à l'endroit des acteurs politiques en général, mais surtout à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de la jeune génération
qui essayent de se faire une place en politique dans notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dès la prise du pouvoir du président Patrice Talon, nous avons observé l'envie tout de suite d'assainir l'environnement politique à travers surtout le renouvellement de la classe politique. Et donc, désigner le ministre d'État Ouadaï comme étant le porte-étendard de la mouvance, c'est confirmer ce que nous espérions, confirmer cette volonté à renouveler la classe politique, confirmer cette volonté à promouvoir la compétence et les valeurs quand même de développement, les valeurs d'éthique et de développement de la nation qui sera assurée quand même par cette génération qui constitue, je crois, la majorité de la population mondiale même d'abord, avant même qu'on parle de la population béninoise. Donc, pour me résumer, je dirais que c'est un choix très stratégique qui envoie un message fort à la jeunesse, en particulier parce que moi j'y suis très attaché, et à la classe politique béninoise aussi, mais surtout serait pour nous une manière de bien nous positionner sur la géopolitique sous-régionale, puisque vous voyez un peu comment est-ce que les dirigeants de certains pays qui nous sont quand même limitrophes sont d'une certaine jeunesse et ont une certaine vigueur. Et je crois que c'est vraiment l'aboutissement d'une promesse en fait vis-à-vis de la jeunesse. Très bien. La désignation par les deux blocs, c'est vrai que les lois électorales au Bénin n'ont pas fixé les conditions dans lesquelles les partis politiques doivent désigner leurs candidats à la présidentielle, même si la loi précise qu'il faut quand même que les candidats proviennent des partis politiques. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas eu une sorte de primaire au sein de ces deux partis, ou bien c'est des primaires qui se sont passées sous silence. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce qu'au sein de l'opinion publique aujourd'hui, beaucoup se posent cette question. Ils estiment que c'est une imposition de la candidature. Merci beaucoup. Et vous allez vous rendre compte que j'ai tenu à admirer le fonctionnement de l'organisation politique auquel j'appartiens. Et j'ai essayé tout de suite de montrer que chez nous, au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, pour ce que je sais, il n'y a pas souvent de décision que quelqu'un impose à quelqu'un. C'est une organisation politique tellement structurée et tellement bien structurée que quand une décision tombe, tout le monde se sent réellement impliqué. Et donc, tout le processus qui a été enclenché afin que ça aboutisse à cela, vous savez, il y a les jeux de couvent. Et on n'invite pas tout le monde au couvent non plus. Et quand ceux qui sont habilités à rentrer dans le couvent entrent dans le couvent et sortent avec un message, c'est que c'est le message que tout le monde accueille et applaudit. Et c'est ça surtout ce qu'il faut cultiver, cette discipline-là du groupe et cette capacité à se sentir dans les décisions. On ne peut non plus passer chez chaque militant et prendre son avis. Je crois qu'on ne finirait jamais. D'accord. Peut-être au sein de la jeunesse, ça vous réjouit parce que la candidature est vraiment jeune. On voit une certaine
génération applaudir cela, comme vous d'ailleurs. Mais est-ce que parmi des anciens de votre parti, ceux qui peut-être nourrissent l'envie aussi de briguer à la magistrature suprême, il n'y a pas eu de grincement de dents selon les fuites que vous auriez eues au sein de votre parti? Non, mais vous savez, ce qui me rend confortable dans mon organisation politique, comme moi j'aime bien le dire partout où je passe, c'est cette capacité-là à ressembler ou à refléter les trois mots-clés qui nous définissent. L'union, la solidarité et le travail. Et donc, comme je le disais tantôt, on ne peut pas refuser aux uns et aux autres d'avoir des ambitions. Mais quand tous ceux-là qui ont les ambitions se réunissent et tamisent pour voir qu'est-ce qui est meilleur pour la postérité, qu'est-ce qui peut mieux répondre au challenge de la géopolitique actuelle, au challenge du développement que nous voulons quand même pour notre pays, et qu'ils s'accordent à sortir et que la fumée blanche sort. Je crois qu'à partir de là, tous les précédents envies et autres, je suis sûr que chacun aujourd'hui est quand même convaincu que nous avons choisi une direction et que nous devons tous dans l'Union être solidaires vis-à-vis de cela et travailler à ce que nous gérons le pouvoir convenablement au soir des résultats et que nous poursuivons l'œuvre salutaire et l'œuvre de développement qui est en cours actuellement et que nous nous révélons davantage au monde entier et que le Bénin s'inscrive quand même comme un exemple de gestion de qualité et de développement à long terme. Donc, je vais me résumer pour dire que moi, personnellement, je n'ai pas connaissance de personnes qui seraient mécontentes. Et au contraire, actuellement, il y a plusieurs initiatives au sein du parti pour montrer quand même notre solidarité vis-à-vis de cette décision. Est-ce que le choix du ministre d'État Roumiat Bouadani répond au principe de système partisan, de la réforme du système partisan que ce régime a accouché? Parce que dans l'opinion publique, c'est aussi agité. Les gens n'ont pas réellement connaissance de sa provenance politique. D'autres qui disent qu'il est de l'Union progressiste, le renouveau. D'autres disent qu'il est du bloc républicain. Il y en a même qui estiment qu'il fait partie de ces partis parce qu'on ne le voyait pas à l'œuvre politique réellement. Qu'en est-il concrètement? Bon, ce serait prétentieux de ma part de vous dire que je donnerai une version qui sera la version originale et originelle. Ce que je peux déjà dire, c'est que le système partisan, l'un des actes forts que le système partisan veut promouvoir, c'est le fait que les partis politiques vont à la conquête, ils s'organisent, ils vont à la conquête du pouvoir et ils gagnent le pouvoir et le gèrent. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui va gérer le pays provienne des partis politiques. Qu'un individu fort de ses moyens financiers, fort de son influence ou fort de sa capacité à manipuler le peuple ne vienne de nulle part, organise des groupuscules de clubs de manger classique, je vais le dire ainsi, et conquiert le pouvoir et que le pays aille dans tous les sens. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un défi qui est gagné. C'est un défi qui est relevé. Que le ministre d'État soit du bloc républicain ou qu'il soit de l'Union progressiste, le renouveau, je crois que normalement cette question est résolue tant que
c'est un communiqué conjoint des deux partis qui le désigne comme étant le candidat de la mouvance présidentielle. Et si déjà on lui reconnaît qu'il est un militant de la mouvance, pour moi c'est bon. Qu'il soit UP Le Renouveau, qu'il soit Bloc républicain, moi personnellement, je me dis ce n'est pas important. Tant qu'on lui reconnaît le militantisme, moi, au sein d'un des partis, je crois que ça répond formellement, selon moi, à cette question de provenance de parti politique du candidat. Et pour ne pas trop baigner dans le superflu, je dirais qu'il y en a quand même qui savent qu'au-delà du président, et du président actuel de la République, que le ministre d'État Wadaï a comme mentor, que nous tous nous savons, il a un autre mentor qui est un dinosaure de la politique au Bénin et qui est allé se mettre dans l'ombre certainement pour tirer d'autres ficelles. Je parle du patriarche Amoussou Bruno. Et vous connaissez très bien la couleur politique du patriarche. Et donc, c'est des déductions qui sont quand même normalement faciles pour qui ne veut pas polémiquer et pour qui ne veut pas aller dans tous les sens. Mais le plus important pour moi, tel que je le dis, le ministre d'État Romuald Wadaï est un Béninois. C'est un jeune compétent au-delà des limites des frontières du Bénin, de l'Afrique, qui a imposé ses compétences dans le monde, qui a la capacité, cela n'est plus à démontrer, a la capacité de continuer l'œuvre, d'entretenir la flamme tel que l'a dit le président lors d'une de ses entretiens, la flamme qu'il a déclenchée, le moteur qu'il a allumé. Tous nous savons qu'il a la capacité d'entretenir le régime de ce moteur-là et de garder la flamme allumée. Et quand c'est comme ça, et vous voyez, lors de la rencontre du président avec les jeunes, il a dit une expression qui a fait polémique, mais moi je pense que c'est une vérité aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus important? C'est le Bénin, c'est le développement, c'est de maintenir le cap, de maintenir la vision de développement dans laquelle on s'est inscrit. Donc, moi je pense que ce serait une perte de temps de nous concentrer sur la provenance du ministre d'État Wadaï, sa provenance politique. Et mon souhait, moi, en tant que jeune béninois, mon souhait, c'est que le parti politique de l'opposition prenne tout le monde à revers et nous sorte comme choix le ministre d'État Romuald Wadaï. Très bien. De toutes les façons, dans l'évolution de ce débat, on aura l'occasion d'aborder tous ces aspects. Sauf erreur de ma part, je sais quand même qu'il est membre fondateur du Bloc républicain, j'aurais dit de l'Union progressiste, le Renouveau. Le simple fait qui amène la population à supputer sur ça, c'est qu'on le voit très rarement sur la scène politique, lors des grands événements politiques, même si on l'avait vu en filigrane lors de la tournée gouvernementale où il a pris la parole dans le mono. De toutes les façons, c'est un débat de forme, comme vous l'avez dit, on aura quand même l'occasion de le voir à l'œuvre. Toujours sur la forme politique, est-ce que vous voyez Romuald Wadaï réellement acteur politique? On le sait, vous l'avez déjà commencé par le dire, on le sait, technocrate, mais sur le plan politique. Bientôt, on va rentrer dans la campagne réellement dite. Est-ce que vous voyez un monsieur qui pourra quand même affronter l'arène politique, tenir des discours pour haranguer comme son
patron, j'allais dire, parce que le chef de l'État, quand il prend la parole publiquement, on sait qui il est. Est-ce que vous lui reconnaissez quand même ce talent-là? Est-ce que vous voyez qu'il sera à la hauteur de ces défis-là? Merci beaucoup. Vous savez, quand ils ont officialisé le choix du ministre d'État Wadaï, je me rappelle qu'il y a un ami qui m'appelle au téléphone. Il dit, prophète Moutadine. Je dis, prophète comment? Il dit, mais toi, depuis le premier mandat du président, tu m'as dit, c'est tel monsieur qui va lui succéder. Et tu comptais sur quoi en fait quand tu le disais? Je dis non. En fait, je compte sur rien, mais vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, je ne connais pas personnellement le ministre d'État. Je ne le connais pas personnellement. Est-ce qu'il a la capacité Est-ce qu'il a la capacité politique d'unir et d'haranguer, de tenir politiquement? Moi, je dirais que, vous savez, quand tu es jeune et tu as l'occasion, tu as la grâce divine d'avoir un mentor, et d'apprendre aux côtés d'un mentor, tu as un produit qui te démarque sur la scène politique des autres produits. Moi, personnellement, il m'arrive de vouloir me vanter dans une certaine mesure dans le monde politique. Parce que, pour ceux qui savent, j'ai eu la chance d'avoir également un mentor que je suis depuis toujours et que je continue par suivre selon que Dieu me donnera une certaine source de vie, parce que je vois en lui une certaine qualité et que j'apprends. Mais pour qui me regarde de l'extérieur, il va se poser des questions. Mais une fois sur le terrain, je sais que il va me donner une certaine validation. Ça, c'est à mon niveau. Maintenant, imaginez, vous avez vu un peu le parcours du ministre d'État, ça a circulé un peu dans les réseaux. Vous avez vu le parcours de l'homme, c'est-à-dire sur le plan international, les groupes qu'il a côtoyés. Sur le plan politique, je vous ai dit tantôt que sur toute la gouvernance, ça c'est ce qui est visible, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Le temps de gouvernance du président Patrice Talon, où il est toujours resté dans les secrets décisionnels, les décisions choc. Ou ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il assume ses positions. Quand il y a eu la polémique de l'augmentation des frais sur la communication des réseaux sociaux, les frais d'Internet, où tout le monde se cachait, voilà un monsieur qui sort pour dire aux yeux du monde que c'est lui. Que lui, là, il est l'acteur principal de ça. Et a expliqué le pourquoi du comment. D'accord? Il peut peut-être, et ce n'est même pas il peut peut-être, il ne devrait pas chercher à ressembler à son mentor, mais s'en inspirer et nous sortir une personnalité que nous on ne connaît pas. Et quand moi j'observe ce monsieur, je me dis, il sera tenu politiquement peut-être mieux que son mentor. Parce que son mentor, dans son rôle précédent de tirer les cordes dans l'ombre pour gérer, a fait des alliances politiques en son temps certainement, et pour ceux qui l'ont côtoyé, on lui reconnaît un certain mérite. On dit c'est un homme de parole. Quand il est avec toi et que vous êtes ensemble, il respecte
sa parole. Ça, c'est ce qui se dit sur lui. Et donc, ça veut dire que sur le plan politique, il y aura parfois des actes qu'il veut mener, mais il va se retenir. Au vu de son passé profond, où il a toujours resté dans le système. Mais à côté de lui, un élève qui est toujours resté avec lui, qui a appris à ses côtés, mais qui n'a pas forcément trop d'engagement politique vis-à-vis des uns et des autres. C'est pourquoi moi j'ai espoir et je me dis que c'est une carte qui est lancée pour le renouvellement de la classe politique. Et avec lui, certainement, moi je le vois déjà en train de diriger le pays, je me dis que avec lui... En tout cas, le temps nous le dira. Bon, c'est mon souhait. C'est votre, oui, je suis d'accord. Ça, c'est mon souhait. Et c'est mon souhait le plus absolu. Et donc, pour moi, c'est que on a un monsieur comme ça à la tête du pays, sur le plan politique, il va confirmer ce qu'il a déjà fait. Parce que ce n'est pas facile que deux grands groupes politiques se mettent ensemble pour te désigner. Ça veut dire qu'on lui reconnaît une certaine valeur, on lui reconnaît une certaine capacité à justement mettre tout le monde dans le doute. Est-ce qu'il est bloc républicain? Est-ce qu'il est... Ça, c'est des valeurs politiques. Très bien. Donc, oui, je suis d'accord avec vous à travers vos argumentaires quand vous estimez qu'il a pris aux côtés du chef de l'État quand même pendant plusieurs années. Et vous estimez que les grandes décisions liées au développement, il est peut-être l'auteur et tout. Mais quand on considère aussi cet aspect, parce qu'il reste toujours resté au laboratoire où on pond des stratégies, il est peut-être maître des grandes stratégies et tout, mais sur le plan politique, vous avez essayé d'expliquer en tout cas les aspects qui peuvent l'amener à pouvoir tenir les hommes politiques. Mais là où vous avez peut-être aussi soulevé quelques doutes, en tout cas à mon niveau, c'est là où vous dites que son mentor, je dirais, le chef de l'État, a eu le temps de côtoyer les hommes politiques avant même d'entrer en scène, et il les maîtrise tout, donc il a la stratégie pour les tenir par les testicules, et quand il est venu au pouvoir, il les tient, il les a tenus par les testicules. Est-ce que lui, il pourra réellement les tenir de cette manière, surtout quand on sait que ce sont ces partis-là qui l'ont porté? Il n'a pas une assise politique comme cela se doit. Il n'est pas sur le terrain comme les populations le disent. Est-ce qu'en son temps, il aura cette capacité, cette possibilité de tenir ces hommes politiques comme le chef de l'État actuel a pu le faire? Merci. Bon, en tout cas, moi, je ne me reconnais pas dans l'expression le chef de l'État les tient pas les testicules. De toutes les façons, on a vu comment il a pu manager tout au Bénin. Non, je pense qu'arrivé à un certain moment, il a su créer, comment on appelle ça, une certaine cohésion, je vais dire ça comme ça. Et il y a eu... Encore que ce n'est pas totalement négatif, c'est peut-être dans le sens positif aussi. On connaît les acteurs politiques béninois, j'ai oublié cet aspect. Quand vous n'êtes pas rigide, parfois vous n'arrivez pas à concrétiser certains de vos objectifs. Peut-être dans cet esprit-là qu'il a pu le faire aussi. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, c'est ce qui est formidable avec le système partisan que nous sommes en train d'expérimenter et qui porte quand même ses fruits déjà. Vous savez, et contrairement à ce qu'on a connu dans le passé, avec le système partisan, désormais, ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas le ministre d'État, peut-être président de la République après Patrice Talon, qui reste et décide de ce que ici désormais ici est jaune, ici est vert, ici est blanc. Non. Désormais, avec le système partisan tel que nous sommes en train de l'expérimenter et tel que ça se souhaite, ce sont les partis politiques qui gèrent le pouvoir à travers celui qu'ils ont porté à la magistrature suprême. Et donc, le parti politique est plus fort que le président de la République. Parce que c'est le socle
décisionnel sur lequel il repose. Le chef de l'État se préoccupe de l'environnement politique, de la stabilité, de ramener tel dans le rang. Ça, ce n'est plus vraiment sa préoccupation. Et c'est pour cela que récemment, le projet, comme on appelle, vous savez, désormais, le Bénin a voté une certaine vision jusqu'à 2060. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où chacun ne va plus se lever pour faire ce qui lui passe par la tête, en griffe. Donc, j'estime que, puisque moi, j'y crois, c'est ma nature, quand il y a un projet qui est en train de se dérouler et que j'observe et que ça me convainc, j'y crois et j'accompagne. Jusqu'à ce que peut-être on se rende compte qu'on n'est pas forcément dans la meilleure direction. Mais jusque-là, pour moi, le système partisan est en marche et va se renforcer davantage dans l'avenir, je veux dire. Et donc, fort de cela, on ne doit pas s'inquiéter des bouleversements politiques et qu'il faut que ce soit le président de la République qui vienne gérer ça. Ça, c'est le fort des partis politiques. Et comme je vous l'ai dit à l'entame, nous sommes bien armés pour cela au sein de notre organisation politique, au vu de nos structures. Oui. Juste après l'annonce de cette candidature, on a vu même des partis, en tout cas certains leaders charismatiques, je dirais, de certains partis de l'opposition radicale ont salué cela. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que c'est la conviction de la qualité de la candidature qui suscite cela, ou bien c'est des actes politiciens déjà, des calculs politiques qui se font? Moi, je suis quelqu'un qui est souvent... Je suis de nature positive. Je suis de nature à croire à un avenir. Et je suis justement de nature à croire qu'il arrivera un moment au Bénin où on n'aura plus forcément besoin de dire tel est de la mouvance, tel est de l'opposition, qu'on va se mettre ensemble et on dira celui-là il peut. Même étant de l'opposition. Justement, je viens de dire que je rêve d'un avenir où ces thèmes d'opposition, de mouvance, que ça ne soit plus d'actualité. Mais qu'on soit dans un système où les choses se filtrent tellement que le choix de la personne qui peut soit une évidence. Et au-delà de l'aspect humain, où chacun pourrait vouloir son propre intérêt et autres, si nous déposons réellement le parcours de cet homme, ce qu'il a accompli et la qualité qu'on lui voit, et surtout sa jeunesse, normalement, on devrait plébisciter cela. Et donc, quand moi je vois des acteurs, je ne les appelle pas opposants, des acteurs de partis d'opposition qui saluent cette candidature, ça me réconforte et ça me nourrit d'espoir que le Bénin va se positionner comme un pays qui continue d'étonner. Parce que c'est une certaine grandeur que je ne sois pas d'accord avec toi, mais que je te reconnaisse des qualités. Comme on le dit dans plusieurs patois chez nous, même si tu es l'ennemi du lièvre, il faut savoir reconnaître qu'il confite. Et donc, c'est tout naturel que des acteurs politiques appartenant aux partis d'opposition
saluent la qualité de l'homme qui a été désigné. Cela ne fait pas d'eux des Judas au sein de leur parti. C'est juste que l'animal est l'ennemi du lièvre, mais acquiesce et sait que oui, le lièvre court vite. C'est comme ça que je vois ça pour le moment. D'accord. L'opposition n'a pas encore désigné son candidat. On ne sait pas qui, en tout cas, le leader ou bien les militants de ce parti vont sortir de toutes les façons. Le terrain politique est là. Dans quelques, on va dire, semaines, on vous verra sur la scène politique. Vous, de votre parti, qu'est-ce que vous allez vendre aux militants? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les gens grincent beaucoup dedans. Même si votre candidat est beaucoup applaudi, quel est le message que vous allez véhiculer quand même pour pouvoir convaincre à nouveau vos électeurs? Ah, merci beaucoup. Bon, est-ce que réellement est-ce que normalement on aurait besoin de convaincre qui que ce soit? On connaît la tradition du Béninois, même si vous faites de grandes réalisations, tout ce qui, s'il n'a pas le ventre plein, il n'est toujours pas satisfait. C'est surtout sur cet aspect les gens ne sont pas contents. Oh, bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Quand on va rentrer dans ce débat, je crois qu'on ira peut-être dans tous les sens et peut-être que toute une journée ne me suffirait pas parce que, vous savez, quand je réfléchis et que je me rends compte que quelqu'un qui a ressuscité des morts, quelqu'un qui a transformé l'eau en vin, quelqu'un qui a cassé du pain et multiplié de la nourriture, a nourri tout le monde, n'a pas pu faire l'unanimité. Et que un de ses disciples a pu participer à le trahir. Je renonce naturellement au fait que on se lève pour prétendre faire l'unanimité. Et cela, quand je pense à ça, je me dis que oui, vous avez peut-être raison qu'il faut trouver le message qu'il faut pour rallier quand même les personnes qui ne sont pas encore convaincues, les rallier à notre cause. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce genre de message, ça dénote d'une certaine stratégie qui est propre à chaque organisation politique. Et on ne va pas faire de la politique sur notre plateau. Sinon, je vais vous dire autre chose. Mais en son temps, vous verrez qu'on est en train de faire autre chose. Parce que personne, aucun homme politique ne viendra sur votre plateau pour vous dire ses stratégies, ni pour vous dire quel message il veut aller porter. Mais je pense que ce qu'on a vécu depuis la gouvernance du président Talon parle déjà pour nous. Et si on veut faire une campagne saine, je crois que ce sera une campagne de bilan contre bilan. Parce que ce qui est merveilleux, c'est que nous avons le même nombre d'années qu'on peut comparer. 10 ans de gestion des partis, du parti de l'opposition, où ce qui est formidable, c'est que c'est l'ancien président qui porte ce parti. D'accord? Et actuellement, une nouvelle personne qui a géré le même pays, la même chose, pendant les mêmes nombres d'années. Donc, normalement, la confrontation des deux bilans devrait être aisée. D'accord? Et moi, j'ai eu la chance, de par la fonction de mon papa, de parcourir presque chaque commune du Bénin au cours de ma vie, je dirais. Et donc, aujourd'hui, j'ai la chance de repasser à certains endroits. Je me dis, ah, ça là qui est fait là, donc c'était possible.
une ville en particularité m'a donné cette sensation. Ou deux villes, dans la Takora, Natitengu et Bukumbi. C'est des endroits où je me suis dit, ah, donc c'était possible. Si vous connaissez Natitengu, vous saurez que Natitengu, c'est une ville qui était traversée par le goudron et de quelle qualité, et qui n'avait même presque pas de vent. Quand tu as un véhicule un peu bas à Nati en son temps, tu es en danger. Mais j'y suis allé récemment et j'ai vu c'était ruelle du projet asphaltage, c'était non. Et je me suis dit, attends, c'était possible. Bon, ça c'est au micro. Mais quand aujourd'hui, vous voyez que des gens prennent le Bénin comme vitrine, des artistes préfèrent venir tourner leurs clips au Bénin désormais, des personnalités préfèrent venir passer leurs vacances au Bénin, dans nos villes et autres, je me dis, c'était possible. Après-demain, on ira pour la Dani. On va voir l'arène de Niki. On va voir sur quelle route on va rouler pour aller là-bas. Et on va se demander. Donc, c'était possible. On va traverser la ville de Tchaourou. On va voir un grand rond-point. On va voir une voie qui tombe sur Vétérou. On va voir. Et on va se poser la question. Donc, c'était possible. Et donc, c'est pour dire, il y a tant de choses que si les campagnes devaient se passer dans un environnement sain, où on va faire du bilan, contre-bilan, on n'aurait pas besoin de faire campagne. D'accord. D'accord. Pour rester sur cet aspect, vous êtes à Parakou, troisième ville à statut particulier. Qu'est-ce que vous notez à Parakou en termes de tout ce que vous venez de citer? On voit encore des rues en lambeaux. Ah, merci. Vous savez, et le développement, ce n'est pas... C'est un processus et c'est continuel. Même ce matin, quand je sors mon véhicule de ma maison et je regarde mon tronçon, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, donc c'était possible. Parce que actuellement, où je vous parle, moi j'habite dans la zone de la Chia, ce que nous appelons communément ici au Ptachinois. Et si vous allez aujourd'hui, vous regardez dans l'avant de l'Ouda chinois à la Gano, vous allez vous demander, donc c'était possible. Parce que là, actuellement, vous allez voir des machines en train de travailler. Mais la route n'est même pas encore, je pense même pas qu'il soit déjà à 30% de réalisation. Je dis n'importe quoi. Mais ce qui est fait là déjà nous rend la vie facile. Maintenant, est-ce que nous allons rentrer dans cette polémique de chacun défend ou tire le drap de « Ah, et ma commune ». Vous savez, c'est une politique de développement global où on identifie si c'est les routes prioritaires qui auront un impact direct sur notre économie. Ou des routes qui retardent peut-être une certaine croissance. Donc c'est priorité par priorité. Les gens s'amusent parfois à dire ouais, tout se concentre à Cotonou, rien à Parakou et autres. Je dis mais attendez, quand un étranger prend un vol et vient au Bénin, il descend au probablement. Il descend à Cotonou. C'est un peu comme quand vous recevez quelqu'un chez vous à la maison. Vous ne l'amenez pas dans votre chambre à coucher. Il y a même des gens qui, quand ils font leur chantier, ils arrangent juste le salon d'abord, ils mettent le carreau et dedans, il n'y a même pas du ciment. Et donc, ça fait que quand l'invité vient chez toi, il a une bonne impression de toi. Et cela attire les investissements. Et donc, moi, je n'aurais pas trouvé d'inconvénient que tous les efforts soient menés sur Cotonou
Porto Novo, en tout cas les premières villes que quand l'étranger vient, il regarde. Ça, c'est notre salon. On doit bien l'arranger afin de vendre, afin de révéler notre pays. Et quand on a commencé maintenant par attirer cette richesse et qu'on est assez riche, on va commencer par arranger notre couloir. On va arranger notre chambre à coucher. Mais la gouvernance actuelle n'a pas fait ça. Vous savez, à Parakou, le goudron, ou c'est comme ça qu'on appelle ça, hein? En tout cas la route, que les gens adorent pratiquer aujourd'hui. Ce n'est pas, si ce n'est pas contrainte, vous savez, il y a pour la première phase d'asphaltage, cette route qui a pris par Zongo, le marché de Zongo, vous connaissez ce goudron-là. Et vous voyez la qualité du travail qui a été fait. Et aujourd'hui, vous allez dans les zones de Balikani, Rose-Croix et autres, vous voyez ce qui est en train d'être fait. Et c'est pour ça, nous, justement, nous prions de toutes nos forces qu'il y ait une certaine continuité dans la gouvernance. Afin que, puisque notre salon est plus ou moins agréable aujourd'hui, que dans la continuité, on s'occupe bien de nos chambres à coucher ou de notre salon secondaire. Justement. Les salons secondaires, il y a vous savez, il y a des maisons où il y a plusieurs salons. D'accord? Et donc, on peut le mettre dans les salons secondaires. Très bien. Peut-être que d'ici peu de temps, notre aéroport à Touro sera fonctionnel. Et vous savez l'impact que ça aura sur la ville de Parakou. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir tout ce qui a été fait à Parakou. Mais je peux vous dire que pour le peu que j'observe, j'ai une certaine satisfaction. Vous avez vu notre tour administratif? Vous avez fait un tour au niveau de la résidence du préfet? Vous avez vu la qualité, la finesse du travail qui est en train de se faire là? Est-ce que vous êtes déjà allé pousser votre curiosité pour voir la qualité du travail qui est en train d'être fait vers la sortie Cotonou pour les logements sociaux? Il faut pousser votre curiosité. Même hier, je suis allé et je me suis demandé ma fameuse question. Donc c'était possible parce que quand tu quittes, tu regardes de l'autre côté, tu vois ce qu'on avait comme logements sociaux. D'accord. Oui, tout ça est beau et le peuple applaudit cela certainement. Justement, quand vous parlez de continuité, c'est vrai que vous n'aimez pas aborder surtout cette question de faim des Béninois parce qu'on estime que tout est dur dans le pays. Les gens n'ont plus la facilité d'avoir des ressources, en tout cas financières comme cela se doit, ainsi de suite. Et vous parlez de continuité. Est-ce que, quand on sait aussi que le ministre d'État fait partie des têtes pensantes qui accouchent toute cette stratégie, peut-être qui aujourd'hui font que les gens ont chaud dans le ventre, et vous parlez de continuité, est-ce qu'il ne sera pas peut-être plus corsé que l'actuel président? Est-ce que les populations ne vont pas voir ça sous cet angle-là et dire que si lui vient, il prend les choses en main, ils auront beaucoup plus chaud? D'accord. Et je vous remercie de revenir quand même sur ce sujet. Et j'entends ça souvent, hein. Les Béninois ont fait, mais on n'a qu'à se dire une certaine vérité. Est-ce que vous pensez réellement où vous êtes? Est-ce que vous estimez réellement que les Béninois ont fait? Je vous retrouve. Est-ce que vous... C'est moi qui pose la question, donc répondez à votre question. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu des fonctionnaires béninois manifester leur mécontentement pour des impayés de salaire. Mieux, il y a eu cette réforme sociale où on a rehaussé le SMIC, où des gens ont connu des améliorations considérables sur leur salaire. Je vais vous amuser peut-être, mais moi j'ai mon frère qui fait partie des forces de l'ordre en griffe, je vais le dire ainsi. Après les réformes, dont moi-même je n'ai même pas encore bénéficié, parce que ouais, je suis dans une structure quand même qui est indépendante, bon, un peu autonome. Bon, autonome, voilà.
Et donc forcément, l'applicabilité de ces réformes n'est pas encore une réalité forcément chez nous. Hein. Et il vient à la maison, il me trouve, il dit, vous les politiciens, il ne faut pas me fatiguer. Hein. Je suis allé aujourd'hui prendre mon salaire et malgré que j'ai un crédit en cours, j'ai été surpris de ce qu'on m'a donné. Il faut laisser le monsieur là continuer et sa gouvernance. Et j'ai tiqué. D'accord? Donc il y a ceux qui sont dans le vrai. Et il y a ceux qui se sont donnés pour mission de nous distraire. Comme je le dis, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, dans l'atmosphère dans le Bénin, qu'il y ait un fonctionnaire d'État qui se plaigne de ce qu'il n'a pas reçu sa paye au moment opportun. Mieux, est-ce que vous savez qu'au Bénin, aujourd'hui, il y a des familles qui reçoivent sur leur téléphone des dépôts mobile money parce qu'ils sont catégorisés d'une certaine pauvreté et qu'on leur vient en appui. Ce n'est pas un gouvernement de publicité. Est-ce que vous avez jamais vu encore les étudiants se lever pour se plaindre de ceux qui n'ont pas leurs allocations? Ça, c'était nos réalités permanemment. J'ai eu la chance de tenir un peu ce département, de charger des allocations. Et donc, pour vous dire que cette question de les Béninois ont faim, il faut qu'on reprécise. C'est quel type de Béninois qui ont faim actuellement? Peut-être une certaine gamme de Béninois qui étaient habitués à une certaine pratique non éthique. Moi, je n'aime pas trop prononcer le mot vol. Je n'aime pas. Sinon, on pourrait dire que c'est une certaine catégorie de Béninois qui étaient habitués au vol. Et ceux-là n'ont pas fait. Ils sont frustrés. Et parfois, la frustration te donne l'impression d'avoir faim. Parce que la frustration, on la ressent dans l'abdomen. Et ce n'est pas une bonne chose. Ok, d'accord. Puisque vous abordez des questions liées au salaire, aux étudiants et tout, on ne peut pas aborder tous les secteurs, hein, mais on sait que dans le secteur de l'enseignement, il y a eu assez de remous à l'époque avec la question des AME, les AME. Le chef de l'État avait promis depuis 3 ans le reversement de ces AME. On en est où, puisque ça n'a pas été concrétisé réellement comme cela se doit. Est-ce que ce n'est pas un risque pour votre, en tout cas l'élection de votre candidat en 2026? Je pense que si l'électorat béninois ou si la désignation du prochain président devrait se faire exclusivement que par les enseignants, je pense qu'on a déjà gagné. Ah bon? Je ne suis pas sachant de tout ce qui se fait, de toutes les réformes, loin de là. Mais je côtoie quand même un peu certaines personnes dans ce domaine. Et vous savez, le secteur de l'enseignement aujourd'hui est en train de se raffiner. Et on est réellement en train d'avoir une qualité d'enseignement qui est à la hausse, je dirais. Les AME, on était habitué à quoi? On les appelait des vacataires. Et pour avoir cette vacation, vous savez comment ça se passe? On sait. Mais aujourd'hui, c'est formel. Et il y a eu plein de réformes quand même sociales à leur endroit. Ils sont passés d'une certaine période de paye, que vous savez, à une certaine période maintenant. Ils sont payés jusqu'à une certaine période maintenant, que vous savez.
il y avait certaines choses dont ils ne bénéficiaient pas et dont ils bénéficient maintenant, que vous savez. Donc, moi, je ne viens pas sur ce plateau défendre un bilan. Il y a les personnes habilitées en son temps qui vont défendre le bilan du président Patrice Talon. Mais je dis, si c'est le bilan du président Patrice Talon qui servira à faire campagne contre le bilan des personnes qui sont aujourd'hui dans les partis de l'opposition et qui ont géré, si c'est bilan contre bilan que le débat va se mener, je dis la bataille est clôturée depuis. Et cela dans chaque secteur. Le problème, le péché mignon, c'est que ce gouvernement a compris que l'argent qui peut servir à faire des marches de soutien, à faire des propagandes vides, peut servir à donner à manger à des enfants qui auparavant avaient fait, à travers les cantines scolaires, un programme dont vous avez connaissance et qui impacte beaucoup sur des familles dans notre République. C'est ce que je dirais. D'accord. Malheureusement, le temps est très court pour aborder toutes les questions qui nous tiennent vraiment à cœur. On est déjà pratiquement à la fin de cette émission. On va quand même vous laisser le soin de dire le mot de la fin. Ah, merci, je suis honoré. Je dirais que Sota FM, Fitila, le média Fitila, et je dirais que le Seigneur apporte quand même la facilité pour leurs promoteurs et pour tous ceux qui travaillent quand même dans ce groupe de médias-là. Et je dirais surtout à l'endroit de la jeunesse qu'il y a un défi qui nous est lancé et qu'il faut qu'on relève ce défi-là. C'est le défi de la représentativité des jeunes au sein de l'animation de la vie politique. Je ne fais pas de distinction entre jeunes ou de la mouvance. Je parle de la jeunesse de façon globale dans la République et j'invite ces jeunes à s'organiser et à s'imposer dans leur organisation politique afin que la réalité de renouvellement de la classe politique soit une réalité, je dirais ça comme ça. Mais attention, cela ne veut pas dire une guerre déclenchée contre les anciens. Cela veut dire une stratégie bien mûrie pour aller quand même jouir du bon mentorat auprès d'un bon mentor pour nous libérer des chaînes de ceux qui pensent que la politique au Bénin c'est eux. De ceux qui estiment que quand je finis ma fonction publique et que je suis à la retraite, la suite logique c'est que je sois un élu ou que je sois à un poste politique pour prouver ce que je n'ai pas pu prouver pendant mes temps de fonction publique. Et donc, je vais inviter cette jeunesse à cette prise de conscience et à garder en tête qu'il n'y a pas de génération spontanée. Pour ceux qui aspirent à animer la vie politique, qu'il se trouve un mentor et qu'il se trouve un bon mentor et que demain, il soit le candidat désigné, qu'il soit le Romuald Wadaï de demain. C'est ce que je dirais. Moutardine Tangao, acteur politique, membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Pour lui, la jeunesse doit montrer de quoi elle est capable et c'est l'occasion qui lui a été donnée par les anciens et surtout par les deux partis de la majorité présidentielle, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. Pour lui, les résultats du régime qui est en train de finir sont parlants et puis il n'aura pas de contraintes pour conquérir
conquérir, j'allais dire, l'électorat en 2026. Il compte vraiment sur la candidature de Romuald Wadagni qui portera l'étendard du Bénin à un niveau qu'on ne croyait pas, et donc le Bénin va encore étonner le monde. Il a estimé quand même que la jeunesse doit prendre son destin en main pour désormais rester au pouvoir comme cela se doit. Mesdames, Messieurs, c'est donc un plaisir pour nous d'animer cette émission réalisée par Sota FM et Fitila Africa TV. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes et à très vite.